Dans le premier épisode, Alexis Bessin revenait sur son parcours de vie inspirant. Enfant malade à l'appétit gargantuesque pour la vie, Alexis est un enfant de la télé qui s'est nourri de nombreux films. Empêché de voler, il s'est rendu compte que sa différence pouvait être sa force de frappe. Actuellement en plein combat contre la vie, il lutte avec son premier long métrage préacheté par Canal+. Devenu scénariste et réalisateur, il revient dans ce deuxième épisode sur l'artisanat de l'écriture et son rapport au splendide. Cette histoire-là, c'était pas du tout prévu parce que donc du coup, moi j'ai fini mes études en 2019, septembre 2019. À ce moment-là, je me dis que la trajectoire la plus classique, la plus cohérente, c'est de faire produire un court-métrage, c'est de trouver un producteur pour un scénario de court-métrage. Donc je m'y attelle euh, par rapport à, par rapport à ce qu'on m'a appris de faire. Donc, c'est-à-dire j'envoie des scénarios à droite à gauche, à des appels à projets, à des financements de région. Donc je suis pris à la plateforme, donc c'est ce qu'on appelle une résidence de parcours d'auteur de fiction des Pays de la Loire pour écrire ce court métrage là. Mais parallèlement à tout ça, il se trouve que j'ai envoyé beaucoup de choses à droite à gauche parce que voilà, j'étais un peu pressé quoi, on va dire. Je pense que c'est mon rapport au temps qui est en jeu là-dedans. Et il se trouve que c'était pas du tout prévu parce qu'en plus à ce moment-là, ça devait être en anglais, enfin, c'était une compétition internationale et mon anglais, je le dis maintenant, n'est pas si parfait. Je candidate à une résidence internationale qui a lieu à Cannes, pendant le festival de Cannes, de jeunes scénaristes. C'est une compétition de jeunes scénaristes internationaux. Pendant le festival ? Pendant le festival. Ok. En fait, on est en résidence un mois avant et un mois après et pendant. Et on a un prix qui est décerné à la fin du meilleur scénario. On devait vraiment écrire un scénario pendant cette résidence. Et voilà, fallait candidater avec un scénario déjà, mais on aurait écrit, enfin, on aurait écrit le projet pour lequel on aurait été pris. Et donc je suis pris. Alors les sélections ont duré 6 plombs. Et à ce moment-là, je me dis que je vais juste être pris du mois d'avril à mai pendant le festival jusqu'à juin, quoi. Bon, mais bon, je suis très honoré d'être pris. Euh, et il y a le coronavirus. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de festival de Cannes et qu'ils se disent bon, écoutez, du coup, la compétition devient moins internationale. Il n'y a plus les Américains, il n'y a plus les Indiens, etc. Et on est vraiment juste avec les jeunes scénaristes européens. Et ils se disent bon, écoutez, nous on a remarqué que sur les années précédentes, vous obligez à écrire un scénario pendant juste 2 mois, ça donnait des scénarios qui n'étaient pas bons. Donc, avec votre accord, si vous êtes toujours OK pour participer à ça, ça va être une résidence d'1 an, à distance en Zoom, mais avec des retours tous les mois sur ce que vous écrivez par des mentors prestigieux. Et donc du coup, j'ai dit OK, donc je me suis retrouvé à écrire un long métrage pendant 1 an. Au départ, c'était un scénario qui se passait dans une station essence, qui était une vieille idée que j'avais sur, en gros, une tentative de créer une comédie de collapsologie, en fait, sur le fait que des gens soient bloqués dans une station essence alors qu'il n'y a plus d'essence quoi, sur Terre. Enfin, en tout cas, qu'il y a une pénurie d'essence en France. Et, et en fait, j'avais un espèce de désir un peu théorique pour ça, justement, quand je te dis de comédie collapsologique. Ça m'intéressait vachement de faire ça, parce que à ce moment-là, j'avais une espèce d'angoisse aussi, d'éco-anxiété, je veux dire, et je voulais traiter ça en film. Et ça me paraissait pas trop fait, voilà. Je voulais un peu faire le malin, je crois. Je voulais un peu faire le malin et proposer quelque chose d'innovant. Et il se trouve que les mentors, tout de suite, comme tu dirais, me taclent. C'est-à-dire, en fait, dans les travaux que je leur envoie, dans les synopsis, donc c'est des petits résumés euh, de scénarios, dans les pitchs, etc. Ils me disent, bah écoute, sur le papier c'est très alléchant, mais toi on voit que c'est pas incarné en fait en toi, que la façon dont tu le racontes c'est très, très théorique, et qu'il se passe pas grand-chose en fait, que l'histoire est pas là. Et bon, à ce moment-là, je pense arrêter. Et ce qui se passe, c'est que bon, je me dis, bon, écoute, si t'arrêtes de tricher et que tu racontes un truc que toi tu connais un peu plus, enfin, qu'est-ce que ça va donner? Et il se trouve, alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour que je puisse arriver à avoir une idée aussi. Au départ, je veux faire quelque chose sur
une situation familiale liée à l'agriculture. C'est aussi nébuleux que ça. En fait, je veux traiter de ce que fait l'agriculture intensive au sein d'une cellule familiale, puisqu'on sait que c'est les agriculteurs sont dans des entreprises familiales, chez eux tout est héritage, ils ont hérité de l'exploitation et du pouvoir de travail. Euh, je me dis que je veux étudier ça au sein d'une cellule familiale, donc une mère et puis des enfants, et vient avec ça l'idée que entre deux enfants, il y a une vision différente de cet héritage-là, justement, c'est-à-dire qu'il y a une question d'héritage, d'une ferme à reprendre, mais que les deux ne soient pas d'accord. Donc là encore, je me dis, bon, écoute, c'est très classique. Il y a toujours cette inquiétude-là, en fait, d'étudiant, de se dire, bon, personne ne s'intéressera à ça parce que c'est déjà assez traité, etc. Et en fait, après, au fur et à mesure, je précise la chose dans une situation, c'est-à-dire une situation dans laquelle un père éleveur de porc aurait envoyé par erreur un porc malade à l'abattoir et dans lequel l'un des deux fils qui veut reprendre la ferme voudrait à tout prix éviter la faillite de celle-ci et donc récupérer ce porc malade parce qu'il sait que c'est le danger en fait de ce porc malade envoyé à l'abattoir, c'est que possiblement ça coupe le contrat avec l'abattoir et que l'entreprise familiale de l'élevage de porc ne puisse plus exister. Et évidemment, il y a ce frère-là qui veut reprendre et qui va à tout prix récupérer le porc, et le deuxième qui est bien conscient que euh, la reprise de cette ferme-là qui n'est pas rentable, parce que s'ils sont arrivés à cette erreur-là, c'est aussi qu'ils sont acculés complètement, euh, vient, enfin, cette erreur-là vient d'un danger qu'il y a et qui menace le père déjà. Le père est, voilà, je ne vais pas trop en dire, mais il y a quelque chose par rapport à la détresse paysanne en fait, et du sujet qu'on connaît bien en Mayenne, du suicide paysan. Le frère qui est parti faire des études s'inquiète pour son frère qui va reprendre parce qu'il sait que le danger qui a menacé le père et qui a tué le père menace le frère. C'est-à-dire qu'en fait, reprendre la ferme, ça veut aussi dire se mettre en danger physiquement, psychiquement, moralement, financièrement. Et donc, il veut pas aider son frère à aller récupérer le porc dans l'abattoir. Il sait que finalement, très bien, faisons un scandale à l'abattoir et que ça arrête l'exploitation. Peut être un mal pour un bien. Voilà, il voit en fait la reprise de l'élevage porcin comme une malédiction, quoi. Enfin, en tout cas, enfin, c'est quelque chose que moi j'ai aussi, de par mon histoire familiale, vécu. C'est-à-dire que quand on fait des études, on est automatiquement mis à distance par rapport à l'histoire paysanne de sa famille et que, évidemment, on a tendance à voir le travail agricole comme une charge qui pèse sur une famille entière. C'est-à-dire que quand on parle d'héritage, moi à un moment je pensais que c'était une malédiction. En fait, je vois aussi autour de moi que certains jeunes paysans ont été obligés de reprendre, il faut dire les choses. C'est-à-dire eux ne te diront pas ça. C'est très rare qu'un jeune paysan va te dire bah si, j'avais pas d'autre choix. Mais la vérité, c'est qu'il y a toute une construction sociale, des fois inconsciente de la part des parents, pour faire reprendre l'exploitation. Et du coup, ils sont pas assez formés pour reprendre la chose, et du coup, ça mène à la catastrophe. Et donc, voilà, ça me semblait intéressant d'avoir deux batailles de regard en fait sur ça, sur un frère qui a aussi assez raison de reprendre, parce que c'est ça aussi que moi j'ai dû réhabiliter. J'ai dû me sortir de moi-même. On va dire, ok, si moi un jour j'ai à reprendre une ferme, qu'est-ce qui ferait que cette vie-là serait meilleure que celle que j'ai actuellement en essayant de faire une carrière dans le cinéma où il y a quand même un plafond de verre du fait d'où je viens. Donc peut-être qu'aussi je vais me casser les dents sur certains trucs. Donc peut-être qu'aussi s'améliorer dans un domaine d'où on vient, c'est bien aussi. Donc j'ai essayé dans cette histoire-là, et parce que c'est permis par le long métrage, justement parce qu'il y a un temps qui nous permet ça, d'avoir une bataille de regard sur la chose avec les deux frères, mais à l'intérieur d'un film de braquage d'abattoir. Donc en fait, ils s'opposent là-dedans, mais au sein d'une action, une unité d'action qui serait braquer un porc dans un abattoir, avec au départ un des deux frères qui n'est pas d'accord pour cette action-là, mais ils vont bien être obligés de s'y accorder s'ils veulent réussir. Donc parce que si tu veux, ce film-là, je l'écris vraiment comme un jeu vidéo, si tu veux, où ils ont à passer tous les deux des niveaux pour accéder à la fin, en fait. Un peu la quête du héros, quoi. Voilà, en fait c'est très très classique. C'est aussi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis allé vers cette histoire-là qui me permettait en fait de travailler la structure, tout simplement. C'est-à-dire que moi je rechignais un peu à être dans la structure, donc je me suis dit bon écoute, toujours dans cette histoire-là de travailler les faiblesses,
De se dire, bon, je vais faire une histoire qui accueille une structure. Euh, qui plus est, je me suis mis des bâtons dans les roues avec le huis clos de l'abattoir. Enfin, il y a une première partie qui est dans la porcherie familiale et la deuxième qui est dans l'abattoir. Donc voilà, je me suis dit, c'est important que tu te concentres d'abord sur ta progression à toi en tant qu'auteur, et donc d'aller vers une histoire où la structure, naturellement, est première en fait à l'histoire, où je ne me cache pas derrière l'esthétique. Et ce qui est vraiment... alors j'en ferai pas un conseil, mais ça c'est vraiment un truc que j'ai compris récemment et que je pense qui est très très important. Euh, Quand on commence à vouloir avoir une carrière artistique dans un domaine, c'est de se consacrer non pas au résultat pour le coup, mais à la méthode en fait, au travail concret que ça demande, parce que s'il n'y a que là en fait on peut progresser. Si on se dit ça va peut-être pas faire un bon film à la fin et on prend la chose à l'envers en fait. Donc vraiment il faut se concentrer sur l'exécution et en faire un artisanat quoi si tu veux. Faut vraiment pas être dans, pour le coup, c'est très tu l'amour, mais il faut vraiment être dans l'artisanat de l'écriture. Ce qui d'ailleurs au bout d'un moment finit par rassurer parce que si on se dit que ça s'apprend, ça aide vachement. Ça peut se répéter. Voilà, ça peut s'apprendre. Ça peut s'apprendre. Moi, on me dit un art, je sais pas si ça peut s'apprendre un art. Je veux dire, on voit bien d'ailleurs que certains s'arrogent l'artistique. Bon, c'est un réflexe de la bourgeoisie d'ailleurs, de dire que ça s'apprend pas. Que l'artistique, c'est quelque chose d'inné, euh, que c'est vulgaire. Que par exemple, moi j'ai entendu des professeurs dire que ce que les Américains faisaient avec l'art de l'écriture n'avait pas de sens. C'est-à-dire que, qu'on forme des gens à écrire, bon, c'était possible, mais que de toute façon, il y avait un inné là-dedans. Ça, c'est un réflexe très bourgeois parce qu'en fait, la falsification première de la bourgeoisie, c'est de faire croire que des choses euh, sont légies par, par un ordre implacable. C'est-à-dire qu'il y a des choses indépassables, il y a des choses innées, il y a des choses. Il faut surtout pas croire à ça. Les gens qui vont vous parler d'artistique, parlez-leur d'artisanat. Vraiment, c'est un truc en plus qui vraiment rassure. Je trouve que euh, dès lors qu'on est dans l'artisanat, on est dans le travail. Et vraiment, c'est pas un gros mot. Moi, je le vois aussi, parce qu'en ce moment, je travaille aussi un projet de série où là, le travail d'écriture est vraiment exigeant, il faut avoir une méthode, etc. Parce que c'est vraiment régi par la structure. Et ben, il y a des gens, malgré cela, qui vont, vont ne pas travailler et se cacher derrière cette absence de travail, derrière des considérations esthétiques. C'est très, mais en fait, c'est même pas quelque chose que j'accuse. C'est un réflexe qu'on a en fait naturellement de se dire, de se cacher derrière des postures artistiques. Et dès lors qu'on a coupé ça, on progresse. Vraiment, dès lors qu'on se dit non, je vais apprendre comment raconter des trucs, je vais apprendre telle structure, je vais apprendre que une méthode de travail. Tu vois, c'est tout con, mais en série, ils ont aucune pudeur sur comment ils fabriquent les séries. C'est les seuls qui vont te dire comment ça a été écrit. Tu verras jamais François Ozon, Desplechin, etc. dire pour écrire j'ai lu tel truc, j'ai eu telle méthode, j'ai rencontré telle personne, j'ai passé tant de temps, j'en ai chié comme ça. Jamais. Ça reste très mystérieux. Ça reste très mystérieux et ça entretient. Bon, ils sont pas bêtes, ça entretient leur propre culte et ça entretient bah oui, une mystique. Une mystique pour les gens qui veulent en faire leur métier et qui, une fois arrivés face aux premières difficultés, se disent ah, mais je savais pas. Je savais pas que c'était. En fait, écrire, c'était être tout seul comme un con et pas y arriver. Parce que quand tu regardes une interview de ces mecs-là, jamais ils vont te donner accès au travail du truc. Jamais. Les séries, c'est l'inverse. Les séries, ils seraient presque à faire un, du commercial à partir de ça. Là, je regardais Better Call Saul, les auteurs donnent accès à ce qu'on appelle leurs beats. Donc en fait, leur salle d'écriture fonctionne par un grand tableau où ils marchent par chaque auteur en fait dépose des post-it avec des temps forts et en fait les temps forts après ils les réagencent dans l'ordre chronologique de l'épisode mais tu as accès à leur salle d'écriture et comment ils fonctionnent. Ils font aucun mystère là-dessus et tu vois que c'est hyper laborieux. Ok, le résultat final est brillant, en fait c'est des chefs-d'œuvre d'écriture, mais les mecs ils sont pas là à te dire cette histoire ça fait 10 ans que je la portais en moi. Ce qui est d'ailleurs, on a parlé ensemble la dernière fois, ce qui est aussi un procédé fallacieux qui cache des choses de,
par rapport à l'invisibilisation des scénaristes. Bien sûr. Donc on parlait de... Bon, maintenant on sait... Enfin, je ne vais pas faire de la délation puisque ça y est, maintenant tout le monde le sait. Par exemple, donc sur le groupe Parole de scénaristes, il y a eu plusieurs exemples euh, de réalisateurs très connus qui, en interview, disaient qu'ils avaient porté cette idée de film pendant 10 ans. Leur bébé. Leur bébé, et voilà, ça c'est un très classique, voilà, j'ai porté ça en moi. Bon, ça porte à sourire quand on sait maintenant que ces réalisateurs-là, finalement, sont arrivés à la fin d'un processus d'écriture, euh, je caricature, mais presque en signant un scénario final duquel ils étaient complètement étrangers. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est incroyable que des gens puissent aujourd'hui s'arroger le travail d'autres personnes. On parle de choses graves là, on parle d'invisibilisation, et en plus c'est entretenu par, ce qu'on disait tout à l'heure, par une forme de mystique professionnelle où tous les scénaristes pensent qu'ils doivent entrer par effraction dans un milieu en se disant je vais candidater partout et peut-être que ça va marcher. Et donc à la fin tu te fais avoir parce que tout le système tel qu'il est actuellement, et dans ce système j'inclus la mystique dont on parlait sur le processus d'écriture, c'est le fait de faire des mystères sur ce qu'on écrit, tout ce processus-là médiatique fait que, bah oui, tu es à la merci de ces choses-là. Donc c'est tout un truc à revoir en fait. Mais ça va de Allociné qui nomme pas les scénaristes, Commence à le faire. qui commence à le faire, c'est pour ça que j'en parle, à plein d'autres choses. Mais voilà, c'est des plein de petites. C'est comme si, c'est comme si sur un travail, je sais pas, d'artisanat justement, on enlevait le nom de l'artisan. Parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait, le résultat final d'une chaise, c'est sans doute pas les mêmes personnes qui ont fait les pieds que le dossier, mais normalement, sur la marque du produit, enfin sur le numéro de série du produit, on peut quand même accéder aux gens qui ont fabriqué les pieds de la chaise. Euh, Malheureusement, dans le cas des films, les gens qui ont fait le dossier veulent effacer les pieds. Donc, C'est le propre du capitalisme. oui, C'est-à-dire oui, qu'aujourd'hui, on va vanter le chef d'entreprise qui n'aura pas mis un boulon sur la pièce finale de son produit, quoi. voilà, voilà. Et justement, moi, je voudrais surtout revenir sur la méthode, parce que j'ai l'impression que ton parcours est inspirant. Tu as splendide, finalement, c'est ça, c'est de partir, je veux dire, d'une certaine manière de la contrainte, donc toi, ta maladie, pour en faire quelque chose finalement de positif, marqueur identitaire, et aujourd'hui, toi, domaine d'épanouissement. Tu parlais de méthode, d'artisanat. Toi, concrètement, ton quotidien, c'est comment? Tu te lèves le matin, tu as un emploi du temps, tu commences à coller tes post-it sur le mur. Comment ça se passe pour toi une journée je dirais de labeur, parce que je peux savoir quelle écriture et je sais ce que ça engendre, quoi. Alors, ça va dépendre en fait sur quel projet je travaille. Euh, En fait, ça va dépendre à la fois de sur quel projet je travaille et à quelle étape d'écriture je suis. Sur l'écriture d'un film, que ce soit court métrage ou long métrage, évidemment, il y a différentes étapes. Donc, de l'idée première, qui est à la fois l'idée première, elle est toujours avant qu'elle soit définitive et qu'on se dise on va partir pendant un an à écrire là-dessus. Il y a beaucoup d'altermoments, un travail de recherche qui est assez important, où il faut diversifier les sources. Donc là, moi, ma carrière universitaire m'a pas mal aidé là-dessus, à essayer d'être rigoureux dans la recherche. Donc je dirais que sur un travail de recherche, là, c'est un peu le côté un peu le plus récréatif, c'est-à-dire que là, on essaie de pas trop se fixer d'emploi du temps sur la recherche. Vraiment, on va essayer de regarder des films sur le sujet, on va essayer de lire des trucs. Mais là-dessus, c'est l'aspect le plus cool, on va dire, paradoxalement. Même si c'est le plus scientifique, euh, c'est l'aspect le plus cool. Après, il faut structurer l'idée. Donc là, ma méthode n'est pas forcément la plus académique. Moi, je marche par pitch, on va dire, par concept. Donc en général, j'étire mon pitch et mon concept
pour voir la substantifiquement que je peux en tirer. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaie toujours de résumer ça en une ou deux phrases. Ton projet de long métrage, tu le résumes comment en une ou deux phrases? Mon projet de long métrage là sur Antemortem, on va dire c'est tout simplement, tu vois, c'est très bête. Deux frères vont récupérer un porc malade envoyé par erreur par leur père à l'abattoir. Après tu creuses. Donc deux frères euh, qui s'opposent sur la reprise de l'exploitation de leur père euh, sont contraints d'aller chercher le porc malade envoyé par erreur par leur père, voilà, à l'abattoir. Euh, Après tu creuses encore. Donc tu te dis euh, est-ce que je rajoute quelque chose sur le père dans le pitch qui fait que la mission d'aller braquer l'abattoir prend un autre sens. C'est-à-dire moi, dans ce cas-là, comme c'est un suicide, euh, et que la maladie du porc est une maladie du cannibalisme porcin, euh, en fait, l'infiltration dans l'abattoir prend la tournure de sauver l'honneur du père. Et en fait, ils veulent pas que ça se sache qu'il a créé cette maladie-là. Enfin, qu'il est responsable de cette maladie-là. Et donc après, voilà, tu rajoutes des strates pour te dire, bon, mon pitch au départ, il est très simple, mais tu rajoutes du conflit à chaque fois, enfin un truc qui dramatise, quoi. Donc c'est pour ça que ça prend du temps, tu étires, tu étires. Il y a des choses que tu vas trouver que en écrivant, mais bon, il faut quand même te dire, j'essaie au maximum d'exploiter le concept, mais vraiment. Parce que, en fait, ça conditionne ton excitation ensuite dans l'écriture. C'est-à-dire, en fait, si t'es pas sûr qu'il y a un gros concept de mise en scène, parce que c'est quand même un film, enfin, un scénario, c'est quand même d'abord un film. C'est quand même d'abord il faut d'abord qu'il y ait de la mise en scène dedans, parce que si c'est qu'une histoire, ça marchera pas. Si t'as pas l'excitation de la mise en scène du truc, tu vas avoir du mal à écrire. En général. Après, moi je connais des gens qui sont très très bons sur un truc, ce qu'on appelle le low concept, c'est-à-dire oui, le concept il se dégage pas forcément. Tu vois, ça va être beaucoup de films qui sortent en salle d'ailleurs, des comédies romantiques où le concept est pas dingue si tu veux. Ou alors, enfin, dire, tu lis le pitch, tu te dis bon, ok, je m'en fous. Et il y a des gens qui vont être très forts par contre pour trouver un autre intérêt dans une histoire déjà vue et dans un pitch déjà vu. Moi, c'est pas mon cas pour l'instant, mais c'est aussi parce que je pense que ça va avec une forme de début de carrière, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai besoin aussi de l'appel à produit qui fasse que je casse les barrières de la renommée, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai besoin que un producteur ou un financeur voit ma ligne et se dise, ok, ça, je peux pas passer à côté. Comme j'ai pas le CV, j'ai pas le truc qui peut, le mec va pas m'écouter pendant 3 heures. Si j'ai pas le pitch béton et qui crée des espèces de trucs dans la tête où me dire, bon, là, il y a quelque chose qui va jouer qui est intéressant, euh, le mec il ira pas et donc moi j'y vais pas. C'est-à-dire en fait, je sais que comme l'écriture d'un film est très très long, longueux, euh, il faut que je sois certain sur le pitch que voilà qu'il y a du potentiel. C'est vraiment ça. Tu vois du potentiel ou pas. Et par contre après ça peut te jouer des tours. Tu peux te dire putain en fait j'avais un gros concept et en fait j'avais pas pensé au fait que ça implique que le personnage il soit comme ci ou comme ça. Et en fait t'as pas pensé des choses au concept, mais si ton concept il est assez fort, normalement ça va retomber sur une patte. Normalement. Mais bon t'es là, il faut progresser aussi là-dedans. Donc une fois que j'ai le concept, après, alors logiquement, il faudrait passer à un synopsis. Logiquement. Ok. Logiquement, tu résumes ton histoire en une page. C'est ça, quoi. C'est dur, hein. Moi, honnêtement, je me dis que c'est ce que je devrais faire. C'est ce que je devrais faire. Mais dans la pratique, je suis comme devant quelque chose de très beau ou une personne de très belle. C'est difficile de dire je vais d'abord lui dire des choses intelligentes. Euh, ce qui se passe, c'est que tu dois écrire quelque chose qui structure ta pensée, structure ton idée, euh, mais tu as tout de suite envie de passer au scénario. Vraiment, ça c'est un truc parce que tu as envie de voir ce que ça déclenche chez toi. Ouais.
Parce que en fait, c'est un truc d'ego trip. Tu te dis, ok, si j'ai eu ce désir d'histoire-là de pitch, c'est qu'il y a un truc à aller creuser en moi, et le scénario, c'est le truc le plus pressant, en fait. C'est là où c'est vraiment, c'est comme une envie de manger, quoi. Et donc t'écris ton scénario, et en fait, il se passe deux choses. Soit ça révèle le potentiel encore plus du truc, parce que tu vois que ça crée des scènes, etc. Soit les lacunes. Soit tu te dis merde, je suis allé trop vite. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est un mélange des deux. C'est en fait, t'arrives à la moitié de ton truc, t'as eu du plaisir jusqu'à la moitié de ton truc, et en fait, tu payes le fait de ne pas être passé par le synopsis à la moitié du film quand en fait il faut creuser les enjeux, quoi. Quand il faut développer. Ok. Et donc c'est pour ça que le synopsis, t'es obligé d'y passer, même à mi-chemin. Et en fait, tu vas réécrire ton début. Mais c'est pas grave, en fait, moi j'ai envie de dire aux gens, enfin, ce qui est important, c'est quand même que les gens prennent du plaisir à faire ce qu'ils font. Et il peut se passer que si t'es allé trop vite au synopsis, bah il y a le côté tue l'amour, quoi. Et en fait, bah, pour revenir à la métaphore de tout à l'heure, on t'a présenté les défauts de la personne en premier, quoi. Et t'as besoin d'abord de t'illusionner un petit peu quand même, je pense. C'est quand même, t'as un truc de l'histoire d'amour, quoi. Donc t'as besoin de t'illusionner là-dessus. Et c'est pas grave, bon, ça, c'est douloureux, mais de toute façon, tu vas souffrir quoi qu'il se passe. Soit tu souffres avec le synopsis au départ, parce que putain, c'est laborieux d'être dans la structure, etc. Soit tu souffres après, mais de toute façon, tu vas souffrir, donc c'est chacun sa méthode, quoi. Ouais. Tu parles de plaisir d'écriture. Moi, quand je t'ai contacté pour t'inviter justement au podcast, je t'expliquais le concept de splendid et tu m'as répondu c'est complètement ma cam, le splendide et le spleen. Je suis enfin heureux de trouver des collègues. Toi aussi, tu oscilles entre les deux. L'écriture, c'est ça, c'est du spleen et du splendide, de Ouais. la douleur et du plaisir. Ouais. Bah, en fait, moi, j'écris vraiment. S'il y a bien un truc qui regroupe tout ce que j'ai écrit, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la surprise. En fait, moi, j'écris vraiment pour surprendre. C'est vraiment le truc de. C'est un peu ma drogue de comment écrire une scène qui va me permettre ensuite de prendre à contre-pied le lecteur. Vraiment, je suis toujours, vraiment, je pense que ça vient du foot, mais je suis vraiment souvent dans le contre-pied. C'est vraiment ma came de, de surprendre les gens. T'es un dribbleur. Ouais. Ah oui, je pense que si. Ouais, 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 ouais. Là encore, maintenant que j'ai le droit de jouer au foot, c'est vrai que je suis plutôt un taquineur de ballon. Et, donc, ouais, alors le splendid. Je pense que écrire pour son plaisir, c'est vraiment important. Parce que les choses qu'on fait pour se contenter soi-même ont toujours une chance d'intéresser quelqu'un d'autre, en fait. Par contre, si tu écris pour le plaisir des autres, attention. Il y a des gens qui savent faire ça, mais tu peux vraiment te tromper dans les grandes largeurs. C'est-à-dire, tu peux écrire pour quelque chose que tu ne connais pas. Tu peux écrire sur quelque chose que tu ne connais pas pour des mauvaises raisons. En fait, pour des films que tu t'es fait dans ta tête de ça plaira et t'as pris les choses à l'envers. Et je pense que si, pour reprendre une métaphore de l'arsenic, la meilleure façon de s'adresser à un public, c'est de le faire face à lui et de parler de soi. Ça paraît contradictoire, mais en parlant de toi, tu es dans les autres. C'est l'universel en fait. Exactement, c'est ça. Atteindre, enfin, toucher ton intime pour toucher l'universel, Voilà. quoi. Parce que tu peux que supposer ce que les autres ressentent, alors que toi, bon, il n'y a que toi qui connais ton agenda, qui connais pourquoi t'as souffert de telle chose, pourquoi tu as été vexé de tel truc. Donc, vraiment, écrire pour soi, pour se faire plaisir, et écouter tout simplement son plaisir, de se dire, bah, j'ai pas de plaisir à écrire cette scène-là, il y a bien une raison. Vraiment, il y a toujours une raison si on bloque une scène, c'est que bah, si on n'y prend pas de plaisir, les autres ne prendront pas de plaisir. Et surtout en comédie évidemment, parce que je dirais pas qu'il faut se faire rire soi-même. Par contre, euh, si vous n'avez pas la petite excitation de la comédie, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'excitation d'une situation qui va créer un décalage, ça se sent très vite euh, chez soi. C'est-à-dire en fait, on sent bien qu'en écrivant c'est laborieux, on sent bien que ça bloque. Donc voilà, je dirais que le plaisir, sans, sans être non plus trop solennel, mais le plaisir, c'est vraiment la condition sine qua non pour moi à l'écriture. Tu peux pas écrire sans avoir de plaisir, même sur des drames. Même sur des drames. Je veux dire, tu peux pas. Il y a le plaisir de la souffrance et de ce que tu fais.
tu peux même avoir un plaisir à faire subir des choses à tes personnages parce que tu sens que ce que ça crée chez eux engendre forcément des actions, engendre forcément une métamorphose chez eux. Et tu te retrouves comme un con devant ton écran à dire, à avoir du plaisir à faire subir les pires atrocités à tes personnages, quoi. Parce que tu sais, le plaisir c'est pas thématique, c'est pas par rapport à ce que tu écris, mais c'est par rapport au succès de l'émotion, en fait. Peu importe si c'est une émotion négative ou positive. Quand tu dis ça, j'ai l'impression que tu parles d'un de mes réalisateurs préférés, Lars von Trier. Bah oui. Et je pense qu'on va prendre son opposé parce que l'intitulé de justement de ton mémoire de recherche était Petit Quinquin, Maloute, Jeannette, la disjonction comique dans l'œuvre de Bruno Dumont. Toi, l'humour, le comique, justement, il prend quelle place dans tes émotions et dans ton engagement de l'écriture? Alors déjà, il faut savoir, moi j'ai toujours été un peu, si tu veux, dans une classe, il y a toujours un peu le vanneur, quoi. Moi j'ai toujours été un peu le vanneur, même si j'ai toujours été plutôt bien accompagné. Mais ça a toujours été un peu le rôle que je me donnais, en fait, tout bêtement. Après j'ai gardé ça. Euh, alors je pense que c'est lié encore une fois à mon histoire personnelle, c'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai une histoire personnelle qui est assez compliquée, que j'avais surtout pas envie que les gens s'apitoient pour moi. J'étais vraiment dans la vanne. Il m'arrivait même d'être vraiment dans la vanne non-stop, c'est-à-dire vraiment que ce soit mon unique modalité d'être, quoi. Je n'arrêtais pas de vanner. Et en plus, je suis assez offensif avec les gens, quoi. Donc, ça a pu me jouer des tours aussi. Et, euh, et là, en devenant un adulte, en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte que, comme c'était mon unique modalité d'être, ça me posait aussi des problèmes. C'est-à-dire que, par exemple, professionnellement, je pouvais ne pas être pris au sérieux aussi. C'est un vrai truc. C'est-à-dire que il y a des gens pour qui l'humour n'a pas euh, les mêmes fonctions. Et tu vois, moi, comme je suis on va dire, je suis un transfuge et que j'ai traversé différentes classes, j'ai pu éprouver ce que l'humour faisait en fonction des classes. En fait, c'est-à-dire, en fait, les blagues que je faisais chez moi en Mayenne, que je faisais en prépa ou que je fais dans le monde universitaire ou que je vais faire dans le monde du cinéma, c'est pas du tout les mêmes. Et, euh, et donc, du coup, on va dire que si ça a une fonction, j'ai essayé justement que ça en ait plus. C'est-à-dire, j'ai essayé que ça soit pas un truc automatique chez moi. Mais là, je l'ai appris très récemment, en fait. J'ai aussi appris que des fois, en fait, il y a des contextes. C'est pas par esprit de sérieux, c'est pas pour être pontifiant ou quoi, mais que l'humour, quelquefois, il était naturellement forcé, parce que si des fois on fait des blagues juste par pas par mal-être, mais par gêne sociale, c'est-à-dire on est dans un contexte. Moi, le nombre de fois où j'ai fait des vannes outrancières parce que je voulais casser un esprit de sérieux alors que c'était pas correct de ma part, donc quelquefois l'humour c'est aussi, ça remplit certains vides, pour le meilleur et pour le pire. Et donc ça, moi j'ai essayé de me questionner là-dessus, mais je pense que j'ai essayé de me questionner là-dessus de par l'écriture en fait. C'est ça qui m'a amené encore une fois à me questionner sur ce rapport automatique à l'humour. En fait, je me voyais devenir un espèce de tonton qui fait des vannes, tu vois, tout le temps, et à la fin qui les fait sans. Enfin, l'humour pour être drôle, enfin une vanne pour être drôle, elle a aussi besoin de précéder ou de suivre des moments pas drôles, quoi. C'est comme, justement, on parle de Petit Quinquin, c'est comme dans Petit Quinquin, si tu veux. Ce qui fait que les gendarmes dans Petit Quinquin soient drôles, c'est parce qu'ils sont entrecoupés de scènes d'amour avec les gosses, si tu veux. On peut pas rire tout le temps. Dans un film ou dans la vie, on peut pas rire tout le temps, c'est impossible. C'est même pas souhaitable en fait. Mhm. Euh, Justement, c'est aussi c'est hyper intéressant à voir ce que fait le cinéma contemporain avec la comédie. C'est-à-dire que le Joker, par exemple, pour moi, ça interroge ça sur notre rapport à l'humour et à une certaine forme d'automatisme de l'humour. Qu'est-ce qu'on fait de l'humour politiquement, socialement? Et voilà, moi, c'est bête à dire, mais j'ai appris pour être drôle à ne plus l'être tout le temps, en fait. Ouais, je pense que c'est très important. Enfin, tu vois, c'est deux faces pardon, d'une même pièce, justement. C'est un peu comme le spleen. T'as besoin de spleen pour atteindre justement aussi Exactement, le ouais. spleen. T'as besoin de la nuit pour atteindre le jour. T'as besoin du drame pour atteindre l'humour. Et je trouve que c'est là que l'humour est très puissant. Tu vois, l'humour est très puissant chez Jim Carrey. Ah Tu ouais. sens que le mec,
il y a des tempêtes à l'intérieur de lui. Tu sens qu'il est traumatisé, tu sens il y a des trucs qui sont assez noirs en lui. Et puis, qu'est-ce qui fait rire, quoi. Ouais. Ben, en fait, il sait se réapproprier ce qui ne va pas chez lui pour en faire quelque chose de drôle. Mm. Et ça, c'est vraiment. Ça, en général, c'est très très inspirant, quoi. C'est un peu. Moi, je dis toujours, Jim Carrey, c'est un peu le Batman de l'humour, dans le sens de. Batman, en fait, il utilise. Enfin, je pensais pas parler ça. Mais Batman, il utilise des émotions négatives qu'il a en lui, c'est-à-dire tous ses deuils, parce que c'est quelqu'un qui est criblé de deuil, pour en faire des actions positives, c'est-à-dire pour lutter contre la criminalité dans un endroit qui est ravagé par ça. Et bah Jim Carrey, c'est un peu ça finalement, c'est-à-dire qu'en fait c'est un mec qui utilise toute sa dépression, mais comme le faisait aussi, comment il s'appelait, Williams, le mec de Robin Williams. Alors pas Robin, Enfin, pas je Batman confonds et toujours, Robin, ouais, oui, oui, mais Robin voilà. Williams. Ouais, parce que je parlais de Batman, c'est pour ça. Euh, et voilà, c'est un peu le même genre, si tu veux, je réutilise une espèce de torpeur pour en faire quelque chose de réutilisable positivement par les gens. Et ça, c'est incroyable. Je veux dire, c'est des gens là, je pense pour la psychanalyse, qui sont magnifiques à analyser, quoi. Mm. Et toi, de quelle émotion, justement, tu essaies de te saisir lors de tes phases d'écriture? Tu écris bien sous la haine, sous la colère, sous le bonheur? Moi, je sais que quand je suis trop heureux, je suis incapable d'écrire. Ça ne fonctionne pas. Hmm. Et pourtant, j'ai pas envie de nourrir d'une certaine manière ma noirceur pour écrire, tu vois. J'ai pas envie Hmm. d'être un con au quotidien pour être, je sais pas, un bon écrivain. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est une question qui mérite qu'on s'y attache sérieusement parce que on est quand même des êtres humains. C'est-à-dire qu'on est quand même, si c'est notre métier de créer, on doit aussi quand même gérer tout ce qu'il y a autour, euh, et ce qu'on appelle la vie. Euh, Moi, je pense que en fait, c'est nécessaire de passer par le kaléidoscope des émotions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas souhaiter à quelqu'un qui écrit et quelqu'un qui souhaite être artiste d'être toujours sur le même état d'esprit. On ne peut pas lui souhaiter ça parce que, de toute façon, en tout cas moi je parle pour ce que je connais pour un film c'est un encéphalogramme d'émotions. Donc si tu veux être en totale empathie avec les différents moments que le personnage va traverser, il faut au minimum t'imprégner de ça. Donc c'est-à-dire que tu peux pas être sur la même tonalité tout le temps. C'est impossible. Euh, je crois que si je te donnais une seule réponse à ta question, la vérité c'est que j'écris beaucoup mieux en colère. Ni heureux ni malheureux, mais vraiment en colère. Parce que, si tu veux, c'est une histoire aussi de. Ça va toujours avec le fond, cette histoire-là, fond et forme. C'est-à-dire qu'en fait, si je parle d'histoire de déterminisme social et de gens qui sont prisonniers de leur destin et qui sont quelque part emprisonnés par leur destin, par l'endroit d'où ils viennent, ou qui se révoltent, on va dire, moi, thématiquement, c'est ça. On va dire, c'est quand même des histoires de révolte ou des histoires de conflits avec l'endroit où on est né ou des choses comme ça. Euh, on ne peut pas le faire quelque part en étant sage. La sagesse, c'est, c'est à laisser aux vieillards et aux gens qui sont confortables chez eux. C'est pas quelque chose que je répudie, c'est quelque chose que j'ai besoin d'être calme quand j'écris, par exemple. Ça paraît bizarre, mais j'ai besoin d'être calme, mais d'être en colère, si tu veux. J'ai besoin d'avoir une distance sur ma colère, de la comprendre. Et en même temps, être malheureux, enfin écrire que sous le prisme du malheur, écrire que avec une émotion de malheur, fait que ce sera pas la vie ton film, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, un film, c'est un condensé d'une heure et demie de la vie d'une personne, et ça dit quelque chose de la vie en général. On va dire les trois quarts, proportionnellement, hein, si on analyse vraiment sur la somme des films qui sortent, sur la plupart des films qui sortent, les trois quarts, ça va être du conflit, de la souffrance, la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, on fait subir des choses à un personnage qui le mettent dans la merde. Mais si t'as pas le quart d'heure, si t'as pas le truc où le mec a trouvé une solution et où finalement il va quand même avoir le droit à son petit bout de bonheur, même s'il est momentané, même si il est illusoire, et bah c'est pareil. T'as besoin, pour traiter ce bonheur-là, t'as besoin quand même de te dire si je suis malheureux, c'est pour telle raison.
Et à partir de ce constat-là, tu sauras mieux comment être heureux. Donc voilà, sans se dire je vais être heureux et bien écrire, ou malheureux et mal écrire, ou l'inverse, il faut savoir pourquoi on l'est à tel moment. Donc ça demande, là pour le coup, ça demande une sagesse quand même. Ça demande de te dire, je suis malheureux parce que j'ai pensé ça, parce que je m'attendais à ça. Euh, et comme ce qu'on disait tout à l'heure, la première base c'est toi, c'est ce que tu ressens. Tu es obligé d'interroger ces émotions-là. Donc, mais voilà, pour te répondre et pour pas faire une réponse dessus, je dirais quand même la colère parce que l'activité d'écrire, elle est quand même fixe, elle est quand même sédentaire et tu dois un peu te bousculer quand même. Ouais, Tu elle dois, remue des choses. ouais, tu dois un peu te bousculer et chercher pourquoi tu es énervé, pourquoi t'as pas que des émotions positives et pourquoi tu es jaloux et pourquoi tu t'estimes que l'ordre des choses il est pas naturel et pourquoi tu estimes que et pourquoi t'en es venu à écrire un film et pour t'exprimer sur ce sujet-là. Donc Donc par exemple, et après on parlera sans doute de la musique aussi, mais c'est très utile, moi ça m'est très utile pour réveiller cette colère-là, parce que des fois la vie nous demande de la cacher un petit peu, pour faire garder la façade par rapport aux autres, on ne peut pas être tout le temps en colère, et c'est pas souhaitable, mais donc du coup des fois on la cache un peu. Pour réveiller ça, il faut un peu... alors il y en a ça va être la muscu, moi j'essaie de m'y mettre aussi un peu, mais il faut un peu se réveiller et soit ça va être une musique pour moi dans mon cas c'est la musique un peu énervée. Récemment c'est un peu la muscu, c'est con mais voilà. Et bah je sais pas, moi il y a des je sais pas, je vais regarder une vidéo de Macron qui dit à un mec d'aller travailler à l'autre bout de la rue quoi, je sais pas. Mais il faut t'énerver un peu si tu peux pas. En fait, t'es quand même assis sur ta chaise avec un clavier. T'es quand même un peu rabougri quoi, physiquement, hein, avec l'activité d'écrire, elle est rabougrie physiquement. Tu te retrouves en général. T'as un peu, tu vieillis plus vite, hein, tu as mal au dos parce que t'es comme un con devant ton écran, machin truc. Donc si tu t'énerves pas, bah attention. Ah, Ouais, ça te met en mouvement. ouais. Avant de revenir sur la musique, justement, je voudrais revenir sur cette colère-là. En étant en colère, tu as l'impression de régler des comptes avec toi-même, avec la vie, avec d'autres personnes, avec Macron. Euh, ouais. Bah ouais, je pense. Je pense que l'écriture, c'est quand même une revanche quand même. La plupart du temps, c'est quand même une revanche. Les gens ne le diront pas comme ça parce que, évidemment, on est dans l'ère du développement personnel et de la pensée positive, etc. Mais non, non, vraiment, je pense que la première impulsion, enfin une des premières impulsions pour écrire, c'est qu'il y a quand même un truc de dire, hey, écoutez-moi quand même. Moi, j'estime que je me suis quand même, que j'ai un truc à dire qui est pas dit. Euh, En tout cas, moi, je vois que ça peut prendre différentes formes euh, et que souvent, quand il y a une œuvre qui me touche, c'est quand même que la personne, elle a utilisé le médium pour se venger de quelque chose. Et se venger de quelque chose, c'est pas forcément une injustice sociale, une usine qui se vide, ou un président qui vous dit d'aller chercher du travail au bout de la rue. Se venger de quelque chose, on le voit, ça va être des... Là, j'ai regardé une série récemment qui s'appelle Crashing, sur un humoriste catholique qui découvre le monde du stand-up et qui galère pour s'en sortir. Bah lui, tout simplement, il s'est fait tromper par sa femme. Mais tout simplement, tout simplement. Et le mec, à partir de ça, il estime que il va en faire un terreau comique incroyable. Parce qu'il est catholique et se faire tromper par sa femme, c'est un autre truc. Il doit recommencer sa vie. En fait, ça se fait un changement idéologique complet. Et, et ça te donne une impulsion, en fait. Parce que, comme on disait aussi, l'aventure de création, elle est souvent longue et laborieuse de 1 an, 2 ans. Et la force pour subir tous les remous de ça, les refus des producteurs, les refus des éditeurs, les refus de tout le monde, le fait que ça soit socialement pas bien considéré comme travail, le travail de création, la force pour que tu tiennes, ça reste quand même quelque part un désir de justice personnelle. Où, voilà, il y a forcément un truc qui est pas forcément safe là-dedans. Hein. Y a pas, c'est pas que beau hein, faire une œuvre. C'est pas que, j'allais dire, c'est pas que s'exprimer au nom des laissés pour compte. Mais si quelque part, en fait, il y a quand même un peu de ça dans le truc de justice, de revanche. Mais ouais, tu vois, je te parlais aussi
des enfants après eux de Nicolas Mathieu, là, le bouquin sur. Ouais, on reviendra dessus. On reviendra dessus, donc je vais pas. Voilà, mais je pense, tu vois, il y a ça aussi. C'est un mec, si on analyse sa carrière, euh, c'est un mec, il est fils d'ouvrier, et il a fait des études qui n'ont servi à rien du tout. Ouais. Et il estimait que la meilleure façon de se venger, c'était d'utiliser son talent, en tout cas ce qu'il savait faire, c'est-à-dire d'écrire. Et son livre n'a beau pas être un pensum sociologique in fine, il y a un truc de violence qui est retourné. Mm. Même si dans ce livre-là, il n'y a pas d'antagoniste de bourgeois, etc. Il n'y a pas ça, il y a pas l'inverse de ce que sont les personnages. Mais ils ont une colère en eux qui imprègne tout un livre. Et à partir de cette émotion-là, tu fais plein de trucs. Voilà. Ouais. Ouais, j'ai l'impression, enfin, tu vois, tu revenais sur les noms des éditeurs, les noms des boîtes de prod, etc. Je pense que c'est aussi important de souligner que la plupart du temps, en fait, une réussite, c'est un échec d'un ratage, quoi. Enfin, on réussit vraiment pas tout le temps, quoi. Tout le temps, bah on passe, je pense que tu vois, on passe 90% du temps à échouer, à se faire renvoyer, à se faire refuser des trucs. Ça, je pense que ça fait du bien aussi. Enfin, de l'entendre. Ouais. Bah oui, moi je le dis sans problème. Parce que, d'une part, parce que récemment j'ai eu deux, trois choses qui ont marché, je veux dire, des petites choses aussi insignifiantes, mais qui ont fait que ça s'est débloqué sur certains trucs. Et que comme j'ai toujours eu cette. J'ai toujours eu peur qu'on vende du vent à ceux qui voulaient faire la même chose. Voilà, moi j'ai aucun mal à dire que la plupart du temps, en fait, je n'accède pas à ce que je veux. Voilà, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Je pense que de toute façon, tout le travail consiste à échouer et simplement à échouer mieux, quoi. Tu vois, c'est pas de moi d'ailleurs. Malgré le parcours qui est le tien. Enfin, tu vois, Mm. t'es très jeune, on a l'impression que t'as déjà fait 40 000 choses. Ça Mm. peut être impressionnant et pourtant, toi-même tu le dis, c'est énormément d'échecs. Ouais, bien sûr. Mais il y a un truc. Alors là-dessus, j'aimerais rendre hommage à la Mayenne, c'est-à-dire que, Je t'en prie. c'est-à-dire que je pense que, et ça va aussi avec ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le dur du travail, sur ce que c'est de se concentrer sur son travail d'abord et pas sur la réussite et pas sur ce que font les autres. Si tu te concentres sur ta progression dans ton métier, ton artisanat, bah les échecs sont moins durs quand même. Les échecs sont moins durs parce que en fait tu les prends pas comme échecs en soi. Tu te réfugies dans ce que ça t'a apporté. C'est con, hein. C'est peut-être des étapes aussi de transition avant de réussir. Oui, oui, et donc en fait, se réfugier derrière la valeur travail, qui est sans doute qui a été appropriée par la droite, mais la valeur travail là-dessus, elle aide vachement, quoi. Je dirais, moi, je le vois aussi par rapport à mes camarades de mes formations de scénario. Euh, Moi, j'ai aucun mal à dire que j'ai beaucoup travaillé sur un scénario et que pourtant ça l'a pas fait, mais j'ai aucun mal à rendre transparent que j'ai passé une année à écrire pour rien, si tu veux. Vraiment, je le dis sans mal. Et d'ailleurs, pour les gens qui s'aventureraient à faire ce métier-là, c'est sans doute ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, on passe notre temps à écrire pour rien. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur ce qu'on a appris dedans. Voilà. Ouais, je pense que c'est primordial. Et là, justement, j'aimerais avec toi aborder un peu tes remèdes au vague à l'âme. On parlait de musique, Ouais. après on reviendra sur la littérature, Nicolas Mathieu, etc. Ouais. Est-ce que justement tu écris en musique? Tu parlais de musculation pour remuer des choses en toi, Ouais. et tu parlais de musique. Tu écris en musique ou la musique c'est ailleurs, c'est d'un côté? Alors, pour être très pragmatique, le matin, je n'écris pas avec de la musique, j'écris sans musique. Ok. Parce que j'essaie de garder précieuse la concentration du matin, si tu veux. C'est là où t'es le plus efficace? Ouais, quand même. Ok. Même si, attention, mon matin à moi est moins long que celui des autres. Parce que je me lève un peu plus tard. Mais, Ah ouais, je commence très tôt moi. ah ouais, bah, tu fais bien. Tu fais bien, c'est très, 4h, 5h. c'est très précieux. Parce que bon, ouais, plus tu te lèves tôt, plus tu as de concentration. Et en général, bon, ça va dépendre de mon état d'esprit, mais oui, la musique, c'est un peu le second souffle, quoi. C'est-à-dire que je sens que quand je suis fatigué et que j'ai plus d'essence dans le moteur, je vais envoyer du. En général, j'envoie quand même du lourd assez, quoi. Je ne conseillerais pas à quelqu'un de faire pareil que moi parce que c'est quand même, en général, pas de la musique pour se concentrer. C'est de la musique qui est quand même soit proche du rap US, soit du hard rock, quand même beaucoup. Ok. En tout cas, voilà, que le fait que je m'endorme pas devant ma copie, on va dire. Parce que c'est toujours le danger qui me guette.
Et donc, c'est vraiment pas de la musique, voilà, c'est pas du Vivaldi, quoi. Je veux dire, je suis pas là à essayer d'aller chercher au plus profond de mon âme. Non, non. Ce qui fait que, du coup, ce qui en est, c'est souvent des scènes de conflit, d'affirmation de personnages où voilà, c'est un peu on arrête les conneries et voilà, maintenant j'assume mon destin, un truc comme ça, voilà. Mais la musique, c'est très important pour moi parce que bah, comme c'est aussi ça a un rapport avec la solitude, c'est-à-dire que comme on écrit seul, bah, tu dialogues aussi avec la musique, quoi. C'est un compagnon, quoi. Ouais. Mais j'aime bien être dans le globi-boulga anglophone. J'essaie de pas écouter trop de trucs français parce qu'en général je vais m'attarder aux paroles. Ouais, je suis pareil. Donc voilà. Je comprends rien à l'anglais, donc c'est parfait. Ouais. C'est une musique de fond et ça tabasse de tous les côtés. Ouais, voilà. Donc je pense que c'est vraiment bien l'anglais la musique. Puis en fait ça te ramène à l'enfance parce que bon maintenant quand même, je vais quand même pas dire que je comprends rien aux paroles. Mais en enfance, tu comprends rien aux paroles, mais tu trouves ça magnifique quand même. Et parce qu'en fait, il projette les paroles que toi, tu veux, t'imagines. Et ça, c'est vachement fructueux pour un travail d'imagination, en fait. Et en fait, tu fous l'émotion que tu veux, même si même si c'est ACDC et que le mec, il est en train de sautiller devant 15 000 personnes, enfin, devant 115 000 personnes, bah, tu peux t'imaginer qu'en fait, il est en train de raconter le moment où la vendeuse, la boulangère, lui a pas rendu ses centimes, quoi. Donc tu y projettes ce que tu veux et pour ça pour la fiction c'est bien, c'est un bon travail je trouve. Ouais. Je l'ai vu très récemment avec la chanson de YouTube Bloody Sunday, c'est ça. Pour moi c'était la musique la plus gaie du monde. Et en fait t'as compris que ça parlait des règles féminines. Non je rigole. Non, c'est vrai. Quand je vous disais qu'Alexis était un dribbleur, cette vanne vient littéralement de me désarçonner. Petit pont, coup du sombrero, roulette, j'ai bouffé le gazon. Ce que je souhaitais dire, c'est que la chanson Bloody Sunday de U2 dégage une jovialité désarçonnante puisque la chanson fait référence à la tuerie survenue le dimanche 30 janvier 1972 en Irlande du Nord, dans laquelle 28 manifestants pacifistes des droits civiques et des passants ont été assassinés par des soldats de l'armée britannique. Merci à vous d'avoir écouté ce deuxième épisode où Alexis est revenu sur l'artisanat de l'écriture, ses échecs, comme ses réussites, mais aussi et surtout son rapport au Splendid. La conversation se poursuit avec le troisième et dernier épisode de notre série écrite avec Alexis, où nous revenons sur sa géopolitique intérieure, dans laquelle nous explorerons les œuvres culturelles qui lui ont labouré l'estomac.